Avertissement. Ce vidéogramme contient des gros mots. Salut les petits écopotes à la compote. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que les spécialistes des questions environnementales prévoyaient dans un avenir proche des changements importants et inévitables de nos modes de vie. Les collapsologues estiment que cela se traduira par un effondrement des civilisations thermo-industrielles, tandis que d'autres préconisent des solutions comme la décroissance ou la transition écologique qui permettraient d'éviter ces effondrements. Mais tous s'accordent sur l'idée que nous devrons de toute façon renoncer à notre confort matériel, qu'on le veuille ou non. Car le dérèglement climatique associé à la raréfaction des ressources disponibles entraînerait prochainement une baisse considérable du niveau de vie de l'ensemble des êtres humains. Youpi. Mais alors, sommes-nous face à la fin du monde, l'apocalypse, ou bien à la fin d'un monde, et qui pourrait déboucher sur un monde meilleur? Et c'est tout l'enjeu du mouvement dont je vais vous parler aujourd'hui, la transition intérieure. Alors la transition intérieure, c'est quoi? Eh ben, je vous cache pas qu'il est bien difficile d'en trouver une définition exacte et précise. Pour moi, la transition intérieure, c'est comme un grand voyage. C'est un chemin spirituel et psychologique pour arriver à traverser les tempêtes qui arrivent. Si on veut effectivement restaurer le monde extérieur, le fait de se rendre compte qu'il faut se mettre en route, c'est déjà un premier pas vers une solution. C'est une démarche qui me permet d'être en cohérence avec mes valeurs. passer d'un monde de compétition à un monde de collaboration. La réconciliation du féminin et du masculin. Essayer de prendre en compte ses émotions profondes. Parce que la transition, elle n'est pas facile. Mais c'est un sacrifice joyeux car ce que je perds en avoir, je le gagne en plus être. De savoir qu'on n'est pas seul et de sentir qu'on fait partie d'un tout. Pour ensuite penser une transition écologique plus globale. Mais si je vous donne ma définition avec des mots simples, je dirais que c'est comme la transition écologique mais à l'intérieur de soi. On peut définir la transition écologique comme le développement d'un nouveau modèle économique et social permettant une meilleure harmonie entre les êtres humains et avec leur environnement naturel. Il s'agit donc principalement d'un changement de notre manière de produire et de consommer, mais pas uniquement. Beaucoup œuvrent déjà à transformer la société de croissance industrielle autodestructrice en une société qui soutient la vie. Mais alors, comment aboutir à un tel bouleversement des comportements humains si on ne modifie pas également notre fonctionnement intrapsychique et relationnel? La transition intérieure, en quelque sorte, c'est le cœur et l'âme de la transition. Ce sont ses dimensions culturelles, psychologiques et spirituelles. La transition, ce ne sont pas seulement les projets concrets, c'est aussi un changement de culture en profondeur. La transition intérieure, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, individus et collectifs, quand nous agissons pour créer un nouveau monde et que nous quittons l'actuel. Pour faire une transition intégrale et radicale, nous avons à la fois besoin de travailler à des changements extérieurs et intérieurs, c'est-à-dire d'ajuster nos valeurs et notre vision du monde pour les aligner avec une culture respectueuse de la vie. Une autre manière de définir la transition intérieure pourrait être le cheminement vers notre soi écologique, la quête de notre écologie profonde. Et l'idée du chemin me semble importante, car c'est l'une des valeurs phares de la transition intérieure et qui m'a personnellement beaucoup séduit, c'est l'idée que le chemin compte autant que le résultat. Autrement dit, être en transition ne revient pas à devenir du jour au lendemain un beatnik vegan en Sarwell qui parle aux escargots. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Non, c'est la démarche qui compte. Chacun progressera à son rythme dans sa réflexion personnelle. Et ça, c'est plutôt cool. La transition nécessite un changement de paradigme sociétal, une nouvelle culture à tous les niveaux, une culture régénératrice qui respecte et soutient la vie. La transition intérieure propose de la construire en cultivant 4 liens. Le lien à soi, aux autres, au vivant et à plus grand que soi. Plus concrètement, la transition intérieure n'est pas une pratique d'atelier, lors de laquelle un groupe de personnes se retrouverait pour méditer par exemple. Elle n'est pas une pratique de développement personnel qui soignerait l'ego et permettrait à son pratiquant de s'adapter encore pour quelque temps dans une société malade. Elle vise une transformation plus large et radicale. En ce sens, elle est résolument politique. L'un des postulats de la transition intérieure est que ce sont principalement les conduites humaines qui sont responsables des problèmes environnementaux. Nous ne sommes pas la solution.
Nous sommes le problème. Et ces conduites toxiques, sale petit enfant de putain, seraient animées par des principes de compétition, terrain molli, consommation, profit, croissance, domination, etc. Salut à toi, jeune entrepreneur. Bref, pour simplifier, on pourrait parler de valeurs masculines. Attention où vous mettez les pieds. Oui, ça va. Vous énervez pas, j'ai dit pour simplifier. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Et on pourrait y opposer des valeurs plus féminines comme le soin, l'altruisme, l'équité et la collaboration. J'adore les femmes. Elles sont formidables. Alors je précise que la transition intérieure ne revient pas non plus à considérer que ces valeurs plutôt masculines devraient être éradiquées. Ce serait totalement illusoire. Elles font partie des tendances humaines qu'on retrouve chez les hommes comme chez les femmes. Tu sais, les traits hargneuses, limite avec des bretelles. Leur objectif, c'est pas l'égalité des sexes, c'est de te couper les couilles et en faire un collier avec. Pourquoi on dit le pouvoir? Pourquoi le pouvoir c'est masculin? Parce que ça appartient aux hommes, c'est ça? Et ce n'est pas uniquement une question de genre biologique, mais aussi d'une construction psychologique et sociale. Ouais, mais la bite. Pendant un certain temps, nous avons fantasmé une organisation totalement horizontale. Une organisation où les rapports dominants-dominés seraient définitivement et naturellement effacés par l'absence de verticalité. L'image de l'horizontalité, comme un but en soi, était nourrie par notre côté réactif au pouvoir sûr. Le tout horizontal est un bout du chemin qui omet de voir que notre monde fonctionne bien en plusieurs dimensions. Verticalité, l'horizontalité et la profondeur. Et pour une conception moins genrée, on pourrait qualifier notre fonctionnement actuel comme immature et égocentré, et chercher à atteindre une forme de maturité dans la prise de conscience de l'état du monde. Nombre de ces arbres étaient mes amis. Pour Bill Plotkin, éco-psychologue américain, nos sociétés occidentales modernes ne permettent pas à la plupart d'entre nous de dépasser un stade de maturité adolescente. Il va même plus loin en qualifiant notre société de patho-adolescente. Est-ce adulte de défendre nos intérêts au détriment de ceux des autres? Est-ce adulte de détruire notre habitat? Est-ce adulte de poursuivre une quête de prestige social? Est-ce adulte de répondre à des pulsions de consommation surstimulées par la publicité? Est-ce adulte de dénier encore et encore les réalités écologiques, sociales, culturelles? Il s'agirait donc d'identifier ces fonctionnements toxiques, d'en prendre conscience, afin de les rendre plus constructifs, moins automatiques et donc moins nocifs. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bon alors attention, il n'est pas question de donner des leçons de morale à qui que ce soit. La transition intérieure se veut une démarche non culpabilisante. Et c'est justement ce qui en fait son efficacité. C'est naturel que nous vivions des tiraillements entre les anciens et les nouveaux paradigmes. Nous avons besoin d'accepter que nos chemins soient faits de tâtonnements, de paradoxes et d'incohérences. Arpenter les chemins de la transition intérieure demande bienveillance et persévérance. Si je fais preuve de tolérance envers mes propres travers, tout en cherchant à en prendre conscience, j'aurais peut-être moins besoin d'avoir recours au déni face aux conséquences de mes propres conduites sur l'environnement. Et cette conscience plus complète mais déculpabilisée favorisera certainement l'évolution de mon système de valeurs et donc de mon comportement. Comment faire autrement si je pense pareil? J'ai donc besoin d'apprendre à penser autrement. Et ça demande un petit travail d'intériorité. Si je pense autrement, je vais faire autrement et je vais obtenir autre chose. Et c'est également valable dans la communication avec les autres. Si je cherche à convaincre mon interlocuteur qu'il doit moins manger de viande, arrêter de prendre l'avion, acheter d'occasion, utiliser le moins possible sa voiture, manger bio et local, ne plus utiliser d'emballage plastique, et puis surtout, ne pas avoir d'enfants, etc., je suis quasiment certain de récolter une réaction de rejet. Oui ça va, moi aussi je trie mes déchets, Personne n'aime qu'on lui fasse la morale. Il est d'ailleurs préconisé de parler plus de vos ressentis avec vos interlocuteurs, plutôt que d'évoquer des données scientifiques sur l'état du monde. En fait, on remarque souvent que quand on reste dans la tête, quand on est dans les chiffres, la raison, les débats, les idées, les idéologies, tout ça, ça sépare les gens. Ah, tu penses ça, moi je pense ça. Ouais, mais non, ça sépare. Et quand on est dans les émotions,
ça rassemble. Pourtant, il faut les deux. Il faut arriver quand même à comprendre tout ça. Quand j'ai découvert la collapsologie, mon monde intérieur s'est effondré. C'était très bizarre de faire semblant d'aller bien. En fait, à un moment donné, je pensais tellement à l'effondrement que je n'en dormais plus. Toutes les nuits, sans exception, je faisais des cauchemars et je me suis rendu compte que j'allais mal, que j'allais même de plus en plus mal. Je savais qu'un effondrement allait avoir lieu, mais pas dans les 30 ans. Enfin, j'ai peur. Et j'ai pas seulement peur pour moi, j'ai peur pour tout le monde. Ce qui me fait vraiment peur, c'est la capacité des gens à se voiler la face. Parce que si on était proche d'un effondrement, mais que les mentalités s'éveillaient vraiment, eh bien je n'aurais pas aussi peur. La transition intérieure concerne donc essentiellement l'articulation entre notre vie intrapsychique et notre rapport à l'environnement. Elle nous amène à rechercher notre place en tant que composant d'un écosystème plus global. D'accepter de nous considérer comme partie en fait de la nature peut amener à un sentiment de connexion et qui peut apaiser justement cette angoisse de finitude. Mais cette transition ne porte pas uniquement sur l'écologie. On s'intéresse à tous les phénomènes humains potentiellement toxiques. L'exploitation de la nature par l'homme, mais aussi la domination des riches sur les pauvres, des hommes sur les femmes, des pays du Nord sur les pays du Sud, etc. Et on s'intéresse également à l'intersectionnalité, c'est-à-dire l'idée que les différentes formes d'oppression s'articulent et se renforcent mutuellement, afin de penser le monde de demain, un monde plus juste, responsable et soutenable. Une démarche à la fois porteuse d'une réflexion plus globale sur les dysfonctionnements humains, mais impliquant un risque de dérive communautariste ou essentialiste. Autrement dit, mon identité fait de moi un ou une opprimée, et donc tous ceux qui ont la même identité que mes oppresseurs sont des oppresseurs. Et cela justifie que je les opprime ou que je les rejette. Mais tu peux pas comprendre, espèce de patriarche blanc. Bref, si tu es un homme, blanc, hétérosexuel, cisgenre, coupable, tu as forcément tort. Ce qui reviendrait à une autre forme de stratégie de domination. Je suis chez moi une ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui sont de nature à briser la santé morale des femmes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la guillotine à saucisson artisanale Soapéro. Elle dit aux journalistes présents autour de la table « Non, mais en même temps, il n'y a rien de pénalement répréhensible. » On m'accuse de faits qui sont pas répréhensibles, pour lesquels je suis immédiatement jugé coupable. Pour autant, on ne me les présente pas et je ne peux pas m'en défendre. Vous pourrez obtenir des tranches extra fines et propres grâce à la denture fine et hyper aiguisée de la lame. Et tout ça sans forcer. Mais pourquoi donner un poids médiatique à cette affaire alors que pour l'instant ni plainte ni main courante n'ont été déposées? La guillotine permet une découpe 10 fois plus rapide comparée à l'utilisation classique d'un couteau. Il n'y avait pas d'affaire Bayou, mais il y a une affaire Rousseau, c'est ça que vous dites? Tout le monde peut mesurer qu'elle est allée trop loin, oui. Posez vos tranches de saucisson sur le plateau de la guillotine et insérez des cure-dents dans les petits trous prévus à cet effet. Vos invités n'auront plus qu'à se servir. À partir du moment où on incrimine les féministes, où on leur demande de s'excuser, où on estime qu'elles vont trop loin, qu'elles ne portent pas le bon combat, qu'elles n'ont pas la bonne parole, et bien quelque part on est du côté de l'ordre tel qu'il est actuellement et qui est un ordre patriarcal. Mais pour moi, c'est pas du féminisme. Chasse aux hommes. La cause risque d'être desservie. Le féminisme, c'est la poursuite de l'égalité. A-t-elle voulu régler des comptes politiques avec Julien Bayou pour servir sa propre ambition interne? L'avantage est que vous pourrez utiliser votre guillotine pour découper toutes sortes de fruits et légumes, à condition qu'il ne soit pas trop dur. Alors on parle de tribunal médiatique, n'est-ce pas plus un tribunal arbitraire? La démission hier de Julien Bayou. S'il n'y a pas d'accusation, comme vous l'avez dit, pourquoi un homme qui n'est accusé de rien démissionne-t-il? C'était devenu intenable. Une mise en retrait face à une pression trop forte. Winner. Flawless victory. Pour épater tous vos proches au moment de l'apéro, optez pour cette guillotine rustique 100% française. Bref, on pourrait considérer la transition comme une sorte de voyage intérieur pour comprendre comment nous reproduisons les mêmes phénomènes toxiques que ceux que nous désapprouvons, et notamment ceux qui contribuent à la détérioration de la planète. Je crois que réussir ma vie, c'est avoir une sécurité d'emploi, gagner beaucoup d'argent pour posséder des objets matériels, plein de vêtements et de paires de chaussures, voyager loin, même si pour y parvenir, je le fais en travaillant dans une multinationale dont la culture ne me convient pas. Je pourrais travailler sur mes valeurs personnelles, ma culture, ce que j'ai appris et en quoi je crois, sur les rêves d'avenir qui viennent de mon enfance et qui ne sont pas forcément compatibles avec un monde en transition. Ensuite, si je ne prends en compte que les dimensions extérieures de la transition, j'ai lu tout le travail sur les normes sociales dominantes,
les visions du monde, les représentations et les imaginaires collectifs dont je suis imprégnée plus ou moins consciemment. La transition intérieure part du postulat que pour mettre en place ces changements radicaux dont nous avons besoin, il faut aussi faire évoluer nos croyances et développer un nouvel imaginaire, individuellement et collectivement. Bon allez, un exemple, parce que je me rends bien compte que tout ça est très théorique. Dans ma démarche de transition intérieure, je me suis mis tout simplement à rechercher à acheter plus souvent des produits d'occasion sur Le Bon Coin ou Vinted. Attention, ceci n'est pas un placement de produit. Plutôt que des produits neufs sur Amazon. Attention, ceci est encore moins un placement de produit. Alors c'est déjà pas mal, hein, me direz-vous. Tu veux une médaille? Sauf que je me suis rendu compte que je passais quand même beaucoup de temps sur Le Bon Coin à rechercher les bonnes affaires. Ça peut toujours servir. Et que j'achetais parfois des choses dont j'avais pas vraiment besoin. Je vais chercher le pain. Qui me servaient une fois et qui prenaient la poussière après. Bref, je ne prenais pas le temps d'interroger véritablement mon désir. Achète-moi. De m'accorder un délai de réflexion pour expérimenter un peu la frustration. Ou d'emprunter cet objet à un voisin, par exemple. T'aurais pas une voiture de kéké par hasard? C'est pour aller chercher le pain? Non, j'alimentais mon addiction à la dopamine. La satisfaction immédiate. Une personne à qui on va donner une nouvelle voiture ou un nouveau salaire ou qui va gagner un nouveau nombre de likes sur son profil. Au début, ces neurones vont libérer de la dopamine, il va y avoir du plaisir, et puis la dopamine va s'épuiser. Et donc, le même comportement de surconsommation qui nous a conduit là où on en est actuellement. Nous, on est programmé pour vouloir toujours plus sans limite. Donc ça va nous pousser à toujours renouveler les satisfactions. Et malheureusement, ces grands comportements qui sont récompensés par du plaisir par notre striatum, si on continue à les mettre en pratique, en fait, ils deviennent extrêmement destructeurs. Alors est-ce que c'est grave? Coupable! Non, mais c'est quand même intéressant de se rendre compte à quel point on est conditionné pour assouvir immédiatement tous nos désirs. Nous le voulons. Nous en avons besoin. Nous devons avoir le précieux. L'enjeu de la transition, selon nous, n'est pas d'aménager le système ou seulement de créer des alternatives pour un avenir plus écologique. Il s'agit de changer de paradigme. Il ne peut y avoir de transition intégrale sans une articulation en profondeur entre transformation de soi et transformation du monde, transformation individuelle et collective, intérieure et extérieure. La transition intérieure soutient cette transition radicale. Elle est une intention, une toile de fond et des pratiques pour favoriser ce changement intégral de nos manières de voir et d'agir dans le monde, individuellement et collectivement. Elle permet de soutenir et de rendre plus puissantes les alternatives, les luttes et la résilience individuelle et collective. Cette philosophie de vie nous conduirait vers une sorte de moi écologique idéal, la posture du méditant militant. Et cet humain idéal pourrait constituer une sorte de repère, de direction à suivre dans notre double démarche de transformation de soi et du monde, et qui serait animé par des vertus écologiques comme la sobriété, l'entraide, l'espérance, la gratitude, la résilience. Mais à quoi ressembleraient ces adultes matures dans des initiatives citoyennes? Sans doute à des personnes qui cherchent sans jamais trouver, qui cherchent la voie la plus juste pour leur volonté d'agir, qui font des tentatives plutôt que trouvent des solutions, qui cherchent à décider et s'engager profondément, radicalement, tout en ayant accepté de ne jamais avoir la vérité. Sans doute à des personnes qui cherchent aussi un équilibre entre leurs besoins profonds, ceux des groupes dans lesquels ils évoluent, les besoins du pourquoi ces groupes œuvrent, leur raison d'être, et les besoins beaucoup plus larges de la toile de la vie. Sans doute aussi à des humains qui ont la possibilité de prendre la responsabilité de leurs désirs, de leurs émotions, qui peuvent les reconnaître et leur donner des réponses adéquates. Vous n'en êtes pas encore là? Eh ben je vous rassure, moi non plus. Mais souvenez-vous, le chemin compte autant que le résultat. Nous allons prendre le temps de nous demander comment nous sentons-nous? Qu'est-ce que nous vivons là? Où en sommes-nous? Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce qui nous freine ou nous pousse à nous mettre en action? Qu'est-ce qui nous épuise ou nous donne l'énergie aujourd'hui? Comment développer des pratiques pour être le changement, pour mieux le faire? Mais alors, comment développer notre écologie profonde? Existerait-il des outils concrets pour traiter l'éco-anxiété et éventuellement atteindre cette fameuse posture de méditant militant? La réponse dans le prochain épisode de Psychorama avec la spirale du travail qui relie de Joanna Macy. Et en attendant, prenez soin de vous, mais pas trop.